Alors, bienvenue au Gazette Café, donc aujourd'hui 25 octobre 2025. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Galtier, qui a exposé un petit peu partout en Europe et aux États-Unis. Oui, aussi au Japon. Et aussi au Japon. Et voilà le catalogue donc, de ce qui a été fait au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Donc une exposition qui avait été consacrée à Nicolas Galtier dans le cadre d'une quinzaine de jours. Non, il y avait un 2 peu mois. plus. Il y avait Deux 2 mois. mois. 2 mois. Bon. Voilà. Et ça s'appelait Réminiscence enluminée. Voilà. Alors aujourd'hui, dans le cadre donc de ces rencontres du fauteuil rouge, nous accueillons un peintre donc. Mais d'habitude, on accueille toutes sortes d'artistes, c'est-à-dire aussi bien des écrivains que des musiciens, que des réalisateurs de cinéma, que des acteurs de cinéma aussi, c'est arrivé. Et puis ensuite des acteurs du territoire. Alors par exemple, prochainement, donc au mois de novembre, nous accueillerons le 29 novembre Jean-Marie Brugeron, qui a été pendant longtemps le patron de l'ICM de Val d'Orel, qui est aujourd'hui en responsabilité de pas mal de choses, dont la présidence du Secours catholique en Occitanie. Par conséquent, ces rencontres du fauteuil rouge sont assez variées. Et ça dépend évidemment en termes de tonalité de notre invité. Voilà. Aujourd'hui, la thématique, c'est immortalité ou éternité dans l'art contemporain. Pourquoi ? Bien parce que moi-même, en tant qu'écrivaine, conférencière, poète, historienne, j'ai abordé souvent les valeurs de la vérité, de la justice, de la paix, la quête de la beauté, et que donc c'est des interrogations qui continuent de m'animer, de m'interroger, et que j'aime bien approfondir donc avec les personnes que j'invite à ces rencontres du fauteuil rouge. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi Nicolas Galtier la peinture plutôt que toute autre forme d'art ? Alors, merci pour ces questions. En fait, tout enfant est souvent confronté avec une feuille de papier à dessiner. Et tout a commencé un petit peu là. C'est un univers qui m'a de suite été familier. Et j'ai eu une envie de peindre qui est née vraiment très 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 jeune enfant. Alors, qui s'est petite enfance ou c'était oui. déjà à l'école primaire ? Ah oui, non, mais vraiment tout petit, dès que j'ai pu tenir un crayon. Et donc c'est quelque chose qui a fait partie après de mon parcours et où j'ai senti que c'était un terrain d'expression pour moi. Voilà. Alors pourquoi plutôt le coloriage ou le dessin que de jouer au billes ou de se demander si on va grimper non, il y avait une attraction pour la création, pour dessiner, pour avoir ce moment privilégié où on dessine, où on invente un univers, voilà, puis la beauté des couleurs, tout ça, oui, j'étais attiré par ça depuis l'enfance. Donc c'était un espace pour toi. Voilà, c'est ça, un espace de création qui est proposé, comme je disais, à la plupart des jeunes enfants, mais plus ou moins on sent que c'est en synergie avec soi, quoi, voilà. Et pour moi c'était quelque chose d'évident, voilà. Alors y avait-il dans ton entourage des personnes susceptibles de t'influencer dans ce domaine artistique ? Alors probablement les personnes qui ont fait mon éducation, mais ensuite il y a eu aussi justement même dans mes premières journées, les premiers temps où j'étais à l'école, je me rappelle que l'institutrice de l'époque avait vraiment relevé ça, que j'avais une disponibilité vraiment pour la peinture, pour le dessin et tout ça. Et donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose, que c'était, valorisé. Que c'était valorisé et que en fait j'étais attendu après à faire quelque chose. Donc pour moi ça a été
Oui, Une sollicitation, oui, un encouragement. oui, un encouragement, exactement. Un encouragement. Et est-ce que justement dans le cadre scolaire, ça a pu t'arriver d'être sollicité pour Oui, 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 après, bon, illustrer oui, c'est certaines... ça, voilà. En général, justement, on faisait appel à moi pour illustrer le billet d'école ou faire des choses comme ça. Et puis après, il y a eu des fresques qui avaient été faites dans le réfectoire. Voilà. Alors, donc, on en est là au stade, je dirais, de la maternelle, du primaire. Est-ce que euh, ça va continuer après à l'adolescence ou est-ce qu'il y a un moment là de latence à l'adolescence? Non, j'ai toujours peint, en fait. J'ai toujours senti que c'était mon univers, que c'était... Mais alors après, par contre, les moyens d'expression étaient différents. D'accord. On en parlera Alors, peut-être. est-ce que justement la pression de l'adolescence va faire que ça va prendre une tournure nouvelle? Alors, mon travail d'écriture dans la peinture, dans l'expression picturale, a vraiment évolué depuis les débuts jusqu'à maintenant. Il y a eu plusieurs phases, mais ça a toujours été un plaisir pour moi. Une nécessité, un plaisir, une envie. Alors, plutôt le dessin Et très vite d'ailleurs, j'ai que voulu la peinture ou les deux en même temps? les deux, oui. Peut-être, oui, c'était plus de l'ordre du dessin dans l'enfance et après ça a évolué un peu avec la peinture. Alors, la peinture, ça va commencer avec quel support? Alors, des supports papier avec l'aquarelle notamment. Oui, Ouais, avec ce qu'on donne en général aux plus jeunes. Oui, il y a eu des gouaches, des Oui. aquarelles. Oui, oui, ça a été. Alors Ça a là, les est-ce premières qu'il y a expressions. des gens qui vont te guider dans ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont te former à certaines techniques ou qui vont te Oui, j'ai conseiller? fait des stages chez des peintres qui, pareil, ont relevé sûrement le fait que j'allais me professionnaliser là-dedans. Enfin, en tous les cas, ils ont validé des choses. Enfin, c'est assez étonnant, mais ça donne du coup une vraie confiance, même si c'est un métier où on en doute tout le temps. Mais je me rappelle d'un peintre chez qui j'avais fait un stage et qui m'avait dit, je rentre dans sa voix dans mon dos, qui me dit oh, mais toi, tu vas finir peintre. Bon, ben alors du coup, c'était comme écrit. Donc ça me donnait la liberté ou la force de dire, ben voilà, je peux être professionnel en fait. Et que ce ne soit pas juste un plaisir Un d'un loisir. passe-temps, voilà, ou oui, d'une création à côté d'autre chose. Sur le plan familial, ça, comment dire, tu as eu l'impression qu'on t'encourageait, que c'était un soutien, ou est-ce que, Oui, au oui. contraire, on Non, était un non. peu frileux par Non, rapport à... j'ai jamais eu un frein par rapport à ça. J'ai eu la chance d'avoir Autour mes de parents toi? et autour de moi des gens qui m'ont encouragé. Il y avait même quelqu'un dans la famille qui était un collectionneur d'art qui m'a lui-même incité à faire des stages chez des peintres quand j'étais adolescent. Et ça a été vraiment une envie de travailler la peinture en me disant il peut y avoir une fenêtre professionnelle. C'est pas interdit. En même temps, tu vas faire des études universitaires Oui, en lettres. oui, je me suis dirigé Donc, vers. pourquoi plutôt justement cette vocation littéraire que les beaux-arts, par exemple? Alors bon, oui, alors les beaux-arts pour moi c'était trop. Un formatage? Ouais, dans l'incertitude aussi de comment j'allais évoluer. Euh, et puis j'avais une vraie attraction pour la littérature et pour l'histoire des choses et pour l'histoire de la littérature, etc. Et en fait, la littérature, je suis allé jusqu'au bout de ça, mais à côté, je peignais toujours. J'ai commencé même à me professionnaliser parce que je vendais mon travail dans ma jeunesse et je commençais à faire quelques expositions. Mais la littérature, comme je vais au bout des choses, j'ai fait le parcours. Et en fait, à un moment donné, j'ai pu me poser la question, je me suis peut-être écarté de mon chemin, et en fait, la littérature a été aussi Une espèce de la- levain peut-être oui, pour ou la terre l'imaginaire? nourricière de ça, voilà. Oui. Oui, parce qu'on se situe dans l'histoire de la sensibilité, de l'expression artistique, et la peinture, c'est juste un des multiples éléments. D'ailleurs, j'avais travaillé sur le sujet aussi de l'art dans la littérature, à partir
de Baudelaire quand j'étais au lycée, donc très jeune, avec par exemple le poème sur les phares. Et du coup, il y avait pour moi toujours ce lien entre les différentes disciplines artistiques. Après, tu vas te spécialiser donc en lettres modernes et ton sujet donc de recherche n'est pas anodin non plus. Hein. Tu Oui, travailles oui, sur merci de François l'évoquer. Mauriac. Alors surtout sur le temps. L'espace et le temps. Voilà, sur le temps, sur la mémoire, sur le temps, la mémoire. Donc ça a été une vraie recherche pendant toute une année où j'ai pu me dédier à ce grand intérêt que j'ai toujours eu sur la fugacité du temps et en même temps les choses qui sont éternelles dans la vie et puis le regard que l'on a. Donc voilà, donc ça a été. J'ai fait un mémoire qui a évoqué les mémoires intérieures de François Mauriac, qui a évoqué Proust et puis qui touchait presque aussi à certains philosophes. Et donc c'était une vraie recherche, une introspection dans la mémoire. Et déjà l'introduction à cette question de l'éternité aussi. Oui, oui. Dans l'art. Oui, oui, c'est un beau sujet qui peut aussi être en lien avec ma recherche dans la peinture. Bon, j'ai beaucoup évolué dans ma peinture. À l'époque où je faisais ce mémoire sur le temps, je ne faisais pas encore un travail qui était, picturalement parlant, lié à la recherche du temps ou de la trace comme actuellement. Mais finalement, ça portait ses fruits. Enfin, dans l'inconscient, il y a tout qui circule. Mais je travaillais dans un premier temps une expression avec l'aquarelle, le pastel sur des paysages. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce mémoire, ça t'a donné un jour l'idée d'illustrer ce mémoire et d'en faire un livre, par exemple? Non, pas du tout. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu, mais non. Non, enfin, j'aimais bien illustrer. Il y avait les deux, là. Ouais, Il y avait ta réflexion. Non, je pense que littéraire et en même temps que tu aurais pu aussi agrémenter avec. Non, je nourrissais un fond intérieur avec cette recherche sur le temps, mais elle était pas consciemment complètement liée à mon travail pictural. C'est après que j'ai vu le lien. D'accord. Justement, quand je me suis lancé dans une forme d'abstraction, c'est l'Italie qui m'a nourri. Enfin, il y a eu beaucoup de voyages, la fréquentation assidue des musées, une recherche sur l'histoire de l'art, sur l'art décoratif aussi, tous les objets, enfin, de toutes les civilisations qui ont été faits. J'ai essayé de me nourrir de tout ça pour une recherche après beaucoup plus personnelle. Et de là est née une forme d'abstraction qui en fait était pas mal liée aussi au motif et à la trace et à l'usure du temps. Voilà. Le choix de vie en Italie, donc à Rome en particulier, ça arrive combien d'années à peu près après tes années universitaires? Que tu vas passer en France, les années universitaires. Alors, quelques années, le choix de vie en Italie, quelques années ça après. arrive... Oui, quelques années après. Alors j'ai eu un vrai besoin d'aller vers une expression artistique autre que celle qui était figurative. Du coup, j'ai décidé de travailler le grand format et la peinture abstraite. Et ce qui a été important pour moi, ça a été vraiment un appel vers l'Italie. Alors l'Italie, c'est pas nouveau pour tous les peintres qui ont eu envie, c'était déjà surtout au 19e siècle, de faire un tour d'Italie pour voir tous les maîtres et même par rapport à tout ce qui se trouvait dans l'archéologie. Mais sinon, l'Italie m'a nourri parce que c'est vraiment le berceau de l'art. Voilà. Et toi, le tour d'Italie, tu vas vraiment le faire? Alors, avant de choisir oui, de t'installer à Rome. J'avais choisi de faire l'Italie à partir à vélo pour aller me nourrir de ce pays et de voir toutes les beautés avec un rythme beaucoup plus lent. Et donc Cette expérience du temps en Italie, tu l'as eu aussi vraiment, sur le plan existentiel. Oui, c'est vrai, complètement. Déjà, l'Italie, c'est un peu un fossile de l'art. On est, comment dire, on est bercé par immergé par tout le poids de tout ce qui a été fait dans toutes les époques en Italie depuis l'Antiquité. Alors, comme tu connais très bien l'Italie, est-ce qu'il y a une ou deux régions en particulier que tu affectionnes?
et où tu reviens Alors de temps en temps? j'aime toute l'Italie, vraiment. Toute la région de Naples et la baie de Naples euh, est une région que je trouve magnifique, qui a quelque chose qui me touche beaucoup. Mais après, j'ai vécu pendant plus de 12 ans à Rome, et pour moi, c'est une ville que j'ai fait mienne. Et j'ai aussi travaillé à Milan. J'ai aussi travaillé l'abstraction à Milan, et pendant plusieurs années consécutives, notamment en restant plusieurs hivers à Milan et à travailler la peinture. Et c'est vrai que c'est une ville aussi qui est belle parce qu'elle est dans la contemporanité. Il y a vraiment l'expression du design, du contemporain. Et donc, comme un peintre, on se sent porté par la modernité. Alors que Rome, au contraire, ancre dans les strates du temps. Bon, sans parler de Florence, du baroque sicilien, enfin tout m'a inspiré. Les Pouilles aussi. Là. Est-ce que tu peux dire deux mots de ta sensation, quelquefois, d'exilé quand même en Italie, puisque nous avons coproduit un livre qui s'appelle Exil sous un tonnerre, avec donc des illustrations de Nicolas Galtier et des poèmes que j'avais écrits et qui ont été traduits d'ailleurs en roumain par Angela Nașmanie, qui est une poète roumaine, donc, mais franco-roumaine. Et on avait travaillé donc sur cette notion de l'exil. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que c'est pour un Français de vivre comme ça au contact de l'Italie au quotidien, quoi? Oui, c'est surtout d'avoir choisi de changer l'expression artistique dans ma peinture en se déplaçant géographiquement et en allant dans un autre pays, qui m'a permis justement de faire un tabula rasa et de repartir sur une sensibilité nouvelle. Voilà. Donc en fait, cet exil était volontaire, c'était pour être comme une éponge et s'imprégner de ce que pouvait me donner, en l'occurrence, la ville de Rome que j'avais choisie. Alors ensuite, dans le cadre donc de ton parcours professionnel, quelle va être l'exposition qui t'aura marqué le plus, qui va être vraiment peut-être la reconnaissance en fait que tu attendais? Dans les expositions que j'ai fait moi-même? Oui. Alors une des premières expositions qui a été pour moi forte, parce que c'est un rêve de tout peintre en France, surtout à cette époque-là, et c'était j'ai exposé dans une grande galerie rue de Seine, avec des très grands formats que j'avais travaillé justement notamment en Italie. Et voilà, et pour moi c'était l'expression de... Donc rue de Seine à Paris. Oui, rue de Seine à Paris, pardon. Il faut préciser quand même, parce qu'on était resté à Rome. Oui. Voilà, donc là c'était une belle exposition. Une première reconnaissance vraiment officielle. Oui, parce que c'était une exposition personnelle, voilà, avec des très grands formats. D'accord. Et ça, c'est dans les années combien à peu près? Oui, il y a plusieurs années déjà, je me rappelle. À la fin du siècle dernier? Non, c'était quand même. Début des années 2000? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, justement, dans ta sensibilité, on va dire, est-ce qu'il y a une exposition d'un autre peintre qui t'a marqué? Alors, il y a beaucoup d'expositions qui m'ont marqué. Peut-être Parce que tu continues d'être amateur d'art. Tu n'es pas un artiste qui est non, je pense que l'art, c'est vraiment une communication et qu'on est influencé d'ailleurs. Je parlais beaucoup par l'histoire de l'art, notamment en Italie, mais on est influencé par la peinture contemporaine ou les peintres très récents. Et notamment voilà, la peinture de... Alors si justement dans l'ordre des choses on parle d'influence ancienne, il y a la peinture de Fra Angelico qui m'a beaucoup touché, la peinture de tout le Quattrocento italien, avec les fonds dorés, avec les Madone hiératiques où il y a souvent des tissus qui étaient des textiles très nobles de soierie, des brocats, qui sont traduits de manière picturale, avec une beauté dans la pigmentation, dans la délicatesse du dessin, et ce sont ces détails-là que j'ai eu envie de reprendre dans mon travail de peintre, mais pour l'amener vers une abstraction ou une méditation qui sort du sujet pour entrer dans la mémoire de quelque chose.
Et donc toute cette peinture du Quattrocento italien m'a beaucoup inspiré, mais aussi bien certains objets dans les arts décoratifs, dans les musées des Étrusques, etc. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et de manière plus contemporaine, la peinture de Rothko, par exemple, ces grands formats, qui ne m'avaient pas touché sur des livres d'art de manière illustrée, mais quand je les ai vus en réalité, j'ai trouvé qu'ils étaient porteurs de grandes émotions. Et donc la peinture abstraite, Rothko, plus près de nous aussi, Gerhard Richter, également la peinture de Soulages, qui était aussi un pont avec la lumière. Lui, c'était dans l'outre noir et aller capter la lumière dans la couleur qui est une non-couleur qui est le noir. Et moi, je cherche la lumière avec les feuilles de métaux. Toute la technique que j'emploie actuellement, c'est un travail de pigments que je mélange pour créer moi-même mes couleurs. Et après, il y a la pose des feuilles de métaux, donc notamment les feuilles d'or, d'argent, de cuivre. Et donc ces feuilles-là sont en réaction avec la lumière. Donc un des points majeurs central de ma recherche, c'est la lumière aussi. Alors qui peut être une lumière extérieure avec les dorés ou plus interne avec des choix de métaux plus souples, je dirais, comme le cuivre. Alors en fait, c'est un peu le va-et-vient entre le fond que je travaille avec des poudres, souvent de pigments, de métaux, etc. Et donc qui est plus sourd. Et après, il y a les feuilles de métaux qui apparaissent et qui, elles, renvoient la lumière et reflètent la lumière. Voilà, donc c'est un travail de mise en abîme de la lumière. Et du coup, on a eu l'occasion de discuter un petit peu justement avec Nicolas sur la peinture de Soulages, qui est très présent ici à Montpellier, puisque il est représenté au musée Fabre, il a sa collection, oui. Il a vécu aussi à Montpellier, en tout cas pas loin d'ici. Il s'est marié avec Colette à Sète. Et Colette à laquelle aussi on rend hommage puisqu'elle a 104 ans en 2025. Et je faisais remarquer à Nicolas Gatier que Colette avait été une des premières femmes à se marier en noir. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, Soulages était encore en train de s'exprimer avec de la couleur. Et petit à petit, évidemment, ses recherches vont le conduire à s'interroger sur la lumière à partir de son travail sur le noir pouvant être très mat, comme il peut être c'est plus un travail brillant. Sur la surface qui est très intéressant. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir eu cette compagne qui fait alliance avec lui, qui avait fait les beaux-arts avec lui d'ailleurs, qui va cesser en 1942 de s'exprimer, elle, dans le domaine artistique, à titre personnel, mais qui va toujours suivre de très près sa carrière, et qui, par son sacrifice, je dirais, va devenir sa muse. Et sa muse, au départ, donc, c'est une Marie en noir. Et je pense que c'est intéressant de s'interroger, justement, dans ce couple, sur qu'est-ce que c'est que le noir. Voilà, parce que dans l'absolu, c'est quand même sa muse aussi. Hein. Voilà. Madame Colette Soulages, d'ailleurs, qui a été l'amie longtemps de Madame Pompidou, laquelle a beaucoup encouragé aussi l'art contemporain. Donc c'est intéressant de s'interroger donc sur ces expériences d'artistes qui vont aller du figuratif vers de plus en plus l'abstrait et je dirais l'absolu dans la couleur aussi. Oui, il y a une quête intérieure probablement aussi. Alors, on a vu avec toi un peu les moyens techniques nécessaires à ton art. Est-ce toujours les mêmes ? Alors, les moyens techniques, le support, c'est de la toile. J'utilise des toiles de lin enduites. Donc, pour moi, c'est un support qui est universel, qui a une certaine souplesse. On peut après rouler la toile et la transporter très facilement. C'est une toile qui peut être tendue sur châssis bois classique, même marouflée. J'ai observé justement, notamment en Italie, des toiles de tableaux très très anciens dans des églises baroques ou antérieures qui avaient pris vraiment l'humidité, le salpêtre et qui étaient encore là
qui avait parfois des éléments qui étaient légèrement effacés, mais le support lui-même n'était pas détruit. Et il y avait une beauté d'ailleurs dans ces effacements, mais dans le support. Donc pour moi, j'ai voulu choisir un support noble qui a fait ses preuves dans le temps. Voilà la toile de lin qu'on retrouve aussi dans la Haute-Égypte, dans les œuvres. Voilà, il faudrait le faire circuler après. Oui, on va faire circuler après les images. Mais peut-être à la caméra quand même. Merci. Du coup, c'est vous qui avez peint ces œuvres? Oui, voilà, donc ce sont des grands formats, plus ou moins grands petits formats et qui sont tous donc travaillés sur ce support de la toile de lin avec des feuilles de métaux. Ça, On voit apparaître aussi le motif, mais qui est laissé avec comme une trace. Voilà. C'est-à-dire que le motif devient un peu un langage abstrait, mais qui fait écho avec un sujet que l'on retrouve dans beaucoup d'art. Alors c'est toi qui dis, quand je parle du divin, je parle de l'humain qui va plus loin que l'humain. Mes toiles ne sont que des réceptacles de cette inspiration première. Tout est une question de vision, faire vibrer le sacré, en donner la caresse. Voilà le but ultime qui se donne dans ma peinture. Alors là, on évoque le sacré, comme j'ai parlé justement de la peinture italienne, de la Renaissance avec les fonds dorés, notamment la peinture de Fra Angelico, qui d'ailleurs est à l'honneur en ce moment en Italie, à Florence, à une exposition que j'espère voir très prochainement. Voilà, pour moi, c'est très important la dimension sacrée de la peinture. Mais que l'on trouve aussi dans des expressions très abstraites, justement la peinture de Rothko que j'évoquais. Ce qui m'a touché, c'est cette dimension un peu surnaturelle qu'il y a devant ces œuvres. Il y a une vibration qui est de l'ordre du respect. Alors tu parlais de recueillement tout à l'heure. Alors c'est l'acte de peindre déjà qui, pour moi, est une forme de recueillement et de méditation, enfin de transmission peut-être d'une paix intérieure, alors ça, d'une paix trouvée. C'est malgré moi, mais j'espère faire passer dans mon travail cet aspect de recueillement ou d'élévation vers une intériorité. Voilà. Une espèce de temps précieux, un présent d'éternité. Alors, pour redévelopper ce sujet qui est très intéressant du présent d'éternité, je pense que c'est déjà l'acte de créer, il est en lui-même un peu hors du temps. C'est-à-dire que le moment qu'on dédie à la peinture, on ne se dit pas ça va être entre 15h et 17h. On se met à l'œuvre et puis le temps se dilate et on est en train de faire une œuvre, et c'est à ce moment-là que les choses se mettent en place et où petit à petit on va dérouler un fil et on sait quand est-ce qu'on va s'arrêter, se mettre en pause ou continuer. Et c'est cette magie de ce temps qui est un petit peu suspendu. Alors ce temps suspendu, concrètement, pour toi, c'est plutôt diurne ou nocturne? Ah, moi je travaille le jour. J'ai un rythme très classique. C'est se mettre à l'œuvre dans le travail. Alors justement, as-tu besoin de te mettre dans des états et dans des situations particulières pour peindre? Alors je pense que le lieu est très important. C'est à la fois une vraie chance pour l'artiste d'avoir un atelier et en même temps un poids, parce qu'on ne peut pas toujours peindre si on n'a pas son atelier, son matériel. Donc en fait c'est l'atelier déjà qui définit, qui délimite une situation nécessaire. Et ensuite, quant à l'état, on met le pied dans l'atelier, c'est un peu un lieu sanctuaire où on ne va que pour peindre, enfin pour ma part, et du coup, se mettre au travail, c'est se mettre, endosser l'habit de peintre, quoi, voilà. D'ailleurs, c'est tout notre habit que ce que l'on imagine. On est vraiment avec la peinture qui va partout, il faut vraiment être à l'aise, donc
c'est aussi un travail très physique, c'est un travail Et en de toute dimension. intimité en plus, parce que c'est en fait, c'est le peintre avec son œuvre. Oui, à la différence de beaucoup d'autres liens artistiques ou enfin champs artistiques où on est en lien avec d'autres artistes, le travail de peintre c'est un travail solitaire où justement on a besoin de de ce recueillement pour aller au fond de son expression. Mais c'est devenu de plus en plus intimiste parce qu'il t'est arrivé aussi plus jeune de travailler sur le motif, donc de travailler aussi dans la nature. Ah oui, 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 c'est sûr. Oui, oui, oui. Quand j'étais plus jeune, je travaillais le paysage sur le vif. Mais c'était aussi un rapport entre soi et le paysage et il se passait quelque chose dans une dimension d'intimité aussi. Et Et toi, tout après, seul, j'ai travaillé, oui, voilà. dans Après, un espace quand même qui était un espace ouvert, un espace oui, naturel. l'espace de la création, justement. Donc petit à petit, Parce que tu nous, reviens vers l'atelier. on fait de la tu reviens création vers, dans la création. Et oui. puis, mon atelier, c'est justement c'est un espace clos, mais c'est un espace où j'ai la mémoire, que je sois en Italie ou pas, parce que j'ai eu mon atelier pendant longtemps à Rome, mais maintenant c'est plus le cas, où j'ai aussi cet espace intérieur de la mémoire de la création que j'ai observé, notamment les influences, les œuvres. J'ai pas évoqué aussi, mais j'ai été beaucoup inspiré par les fresques, les murs d'Hécatite, tous les éléments anciens comme ceci. Et en fait, dans mon atelier, j'ai la mémoire de tout ça. Enfin, je repense à tout ça. J'ai ces supports. Et est-ce Voilà. Donc, ce que, sont ces états-là dont j'ai besoin, et c'est-à-dire est-ce- une mémoire des choses. est-ce que tu as observées. aussi en tête la mémoire de tout ton parcours, c'est-à-dire de ta propre œuvre en art? Non, non, ça c'est parce qu'on en parle, mais sinon, non, le travail il est vraiment dans l'instant. Enfin, il est dans ce présent d'éternité là. On n'en a pas parlé, mais est-ce que par exemple, même avant de se mettre à l'œuvre, niveau accoutrement, est-ce que c'est un peu comme un cuistot avant de préparer un repas ou c'est Ah ben, peintre, il faut y aller avec des habits qui sont faits pour la peinture, puisqu'on va mettre de la peinture partout sur ces habits. Donc oui, oui, oui. Le travail de peintre, c'est comme un travail d'artisan. On doit se mettre à l'ouvrage en condition avec les outils et avec la tenue. Oui, oui, c'est important ça. Ouais. Et faire en sorte de ne pas être dérangé. Pierre Soulages, par exemple, il mettait une pierre devant la porte de son atelier quand il était, enfin pour signifier qu'il était au travail, qu'il ne fallait pas le déranger. Quand il n'y avait plus la pierre, ça voulait dire qu'on pouvait rentrer dans Oui, c'est un l'atelier pour espace faire de recueillement. le ménage, pour venir le rencontrer. Mais quand il était au travail, il ne fallait pas le perturber. Oui, Toi, ça, c'est le lot de beaucoup de peintres, à mon avis. On a besoin de cet espace-là. Alors, pas trop le perturber, mais par exemple, est-ce que il arrive que la musique s'invite Ah, dans ça, oui, l'atelier? oui, oui, oui. Pour moi, c'est un art majeur, la musique. Et j'ai pas eu du tout de don pour apprendre des instruments, mais je considère la musique comme un art vraiment supérieur dans la transmission des émotions encore à la peinture parce qu'il est encore plus immédiat. Donc ça m'arrive, oui, de peindre en musique pour être dans cette danse-là aussi de l'expression. Musique que tu as déjà choisie avant ou qui s'impose à un Non, là, moment ou à un autre de la création? Non, là c'est vraiment. Ça dépend, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Puis des fois je peins dans le silence aussi beaucoup, mais parfois j'ai besoin de la musique qui est juste comme un support dans la gestualité ou dans la dimension des émotions qui nous portent. Voilà. Bon, alors là, maintenant, c'est une question d'écrivain. Quand as-tu l'impression qu'il faut mettre le point final? Alors ça, c'était une question que j'ai eue très jeune par une enseignante de Beaux-Arts. Enfin, j'ai pas fait le Beaux-Arts, mais une enseignante en cours de peinture qui était passée derrière moi, qui avait dit « Bon, Galtier, il faut savoir s'arrêter. » Là, je me suis dit « Oula, qu'est-ce qu'il y a ?» Et concrètement, en fait, je pense que dans l'acte de créer, il faut en effet avoir l'humilité de savoir s'arrêter et pas se dire on retouche, ça nous plaît pas, ne pas être dans le jugement et se dire que la création picturale c'est justement comme une œuvre musicale, c'est-à-dire il y a un début, il y a une fin
Il faut être assez souple pour savoir intuitivement se dire, voilà, là, c'est arrêté. J'ai pas jugé, mais on a terminé le bal. Voilà. C'est un peu ce qui me vient quand je dois arrêter une œuvre. Je sens que d'elle-même, elle me pose ce terme. Oui, parce que quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, parce que si on veut trop retoucher ou trop analyser ou trop se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, est-ce que je préfère autrement, etc. On met beaucoup de soi, mais au sens de son ego. Là, il faut vraiment sortir de ça pour être à l'œuvre et laisser les mains travailler, quoi. Enfin, voilà. Sans trop juger, sans être dans la tête tout le temps. Alors ça me traverse l'esprit, Bonnard était réputé pour retoucher ses peintures, même les jours d'exposition, avant que évidemment les visiteurs rentrent. Est-ce que toi, ça t'est arrivé au dernier moment, dans une expo, quand tout était installé, de te dire, bon, là, il faut que je réintervienne sur tel ou tel... Non, parce que j'essaye justement, alors, de prévoir, alors je travaille souvent au sol, donc les toiles sont au sol et je travaille à plat, parfois sur le mur, mais plus rarement. Mais je présente mes toiles sur un mur avec une distance et un regard neuf. En général, par exemple, je dis, bon, ben, demain, je reviens voir mon travail, comme ça j'ai un regard tout neuf. Et là, on juge ce qu'il faut rajouter ou pas, ou on le ressent du moins plutôt. Et donc c'est là que tout se joue. Mais après, quand l'œuvre est faite, non, c'est point final. Alors moi, il m'est arrivé, évidemment, comme à beaucoup de gens qui écrivent, que ce que j'écrivais finisse dans la corbeille à papier. Est-ce que toi, ça s'est produit aussi, que à un moment ou à un autre, tu te dis, ça va pas, je le détruis, je n'en fais plus rien. Alors ça, c'est une tentation. Il y a des artistes qui ont besoin de ça, de trier parmi ceux qu'ils font et de choisir, etc. Moi, j'ai une autre démarche qui est liée aussi aux matériaux très nobles que j'utilise, les feuilles d'or ou la toile de lin, d'ailleurs qui est une toile de très haute qualité, en me disant que voilà, ce sont déjà des beaux supports, donc ça ne sera pas jeté. Donc en fait, tout travail que je commence, il doit être terminé. Enfin, terminé pour être fini, pour que ce soit une œuvre. Donc s'il y a des hésitations, je peux mettre en pause et je peux y retravailler que beaucoup plus tard. On peut même laisser une toile en jachère pendant 1 an ou 2 ans. Mais je ne jette rien. C'est-à-dire l'œuvre, elle a commencé, donc pour moi, elle doit finir. Voilà, elle doit trouver un point de beauté. Un cycle. Oui, voilà. Une évolution. Une évolution qui fasse qu'elle atteigne une forme d'équilibre. Alors aujourd'hui, justement, quelles sont les valeurs que tu aspires à transmettre dans ton œuvre? Alors on parlait de recueillement. Alors ce qui est important, c'est que l'œuvre ne m'appartient plus quand elle est faite. Donc moi je suis comme passeur par rapport à ce que je ressens. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de savoir qu'il va y avoir une transmission d'émotions. Donc en fait pour moi, la peinture, elle doit transmettre des émotions. Ça c'est mon rapport à l'art. Alors il y en a multiples, il y a attitude d'artiste face à l'expression artistique, picturale. Pour moi, c'est donner des émotions et transmettre le beau. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de... Et une sérénité aussi, parce que tu parlais tout à l'heure. Oui, un recueillement, une sérénité, oui, c'est pas du tout une œuvre dans la révolte, non, c'est une œuvre dans l'équilibre et j'essaie de mettre de la beauté, de la sérénité. En considérant que tout ce qui est de l'ordre aussi de l'esthétique si j'atteins un point esthétique aussi, c'est pas que pour l'esthétique, c'est parce qu'on peut atteindre une beauté qui est universelle. Mm-hmm. Dans le sens qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est soigné, qui a un équilibre. Alors tu as fréquenté, et c'est une chance, des publics qui ne sont pas français. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, d'aller dans d'autres pays, aux États-Unis, au Japon, etc. Est-ce que les réactions des visiteurs, des amateurs sont les mêmes que celles des Français ou des Italiens? Non, chaque pays a
à son public, bien qu'il y ait vraiment une expression maintenant dans l'art qui est internationalisée. Les Italiens ont comment dire, ils sont très enjoués avec les mains, vont donner leurs émotions del cuore et du cœur face à ce qu'ils ressentent. Donc ça c'est très intéressant parce qu'ils ont quelque chose de spontané. Les Japonais, à l'inverse, vont être presque muets dans le silence. Et au contraire, là, il y a aussi une grande profondeur émotionnelle, mais qui n'est pas toujours véhiculée par des mots ou des gestes. Et donc le Japon m'a aussi beaucoup appris, parce que c'est une culture qui est vraiment extraordinaire, et même bien que très différente de la nôtre, mais qui enseigne beaucoup. Donc de la délicatesse, des nuances. Oui, c'est ça. Oui. Et un savoir apprécié dans la finesse. Voilà, aux États-Unis, j'imagine que ce sont encore d'autres façons de manifester l'enthousiasme. Oui, j'ai beaucoup aimé le public aussi américain qui a vraiment besoin de parler avec l'artiste. Curieux. Oui, très curieux, très spontané, sans barrière. Alors, est-ce que justement, c'est toujours des toiles sur lesquelles tu t'exprimes? Ou est-ce qu'il y a aussi oui. des Maintenant que j'ai choisi. Non, alors justement, des affiches, je trouble un peu les choses parce que les gens me disent mais c'est fait sur cuir, sur toile, c'est un tissu, c'est une tapisserie, donc j'ai beaucoup de questions sur mes supports, mais en fait c'est toujours la toile de lin enduite qui est mon support. Et maintenant que j'ai choisi celui-ci, j'y suis vraiment fidèle. Alors tu dis des toiles de lin enduite, ça suppose une préparation longtemps avant ou c'est consécutif de l'acte de... Oui, c'est parce qu'elle est déjà préparée pour recevoir la peinture, et il faut que les médiums après puissent interagir avec les surfaces qui sont traitées sur la toile. Donc il faut en effet travailler ses fonds. Ah d'accord. Voilà. Longtemps à l'avance ou... Non, mais maintenant on peut faire avec des médiums qui sèchent rapidement, mais on m'a enseigné les techniques ancestrales de la peinture avec tous les cicatifs, notamment pour la peinture à l'huile, donc il y a des choses qui demandent vraiment un temps fou, et moi j'utilise beaucoup de couches de peinture, donc ça c'est très 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 long. Mais ensuite, par rapport à la création elle-même de ma peinture, je mélange des pigments et c'est quelque chose de très spontané. Après, l'acte de peintre, lui, il demande une vraie concentration et un travail de longue haleine. Ouais. Alors, ce travail de préparation, tu l'as déjà appréhendé à un moment dans ton parcours, quand tu faisais des fresques. Oui, tout à fait. Alors, en fait... la fresque murale, enfin le travail sur le mur, enseigne qu'il faut être à la fois rapide, à la fois il faut savoir prendre son temps, il faut doser tout ça pour traiter son sujet sur des immenses espaces. Alors, donc, le titre de notre rencontre, c'était Immortalité ou éternité dans l'art. Dans tout ce que tu as dit, je pense qu'on s'oriente davantage vers une option pour l'éternité. Est-ce que justement il y a quelque chose que tu voudrais rajouter malgré tout concernant l'immortalité ou les immortels, qui renvoie souvent à la gloire atteinte par certains artistes, voire leur panthéonisation? Alors je ne parlerai pas de l'artiste parce qu'en fait, comme je disais, nous on est juste un vecteur, mais je parlerai plutôt de l'œuvre. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que tout est fugitif sur Terre, jusqu'au même aux civilisations. Enfin, quand on a approché justement la beauté des œuvres dans des musées, on voit qu'il y a des milliers d'années, des civilisations sont éteintes, mais les œuvres restent. Et de manière extraordinaire, les êtres humains font tout pour les préserver. Et dans la majorité des lieux sur Terre, une œuvre d'art, elle est toujours préservée et elle est transmise aux générations suivantes ou même à la civilisation suivante quand elle s'éteint. Donc je pense qu'il y a déjà l'immortalité, elle est intrinsèque à la notion d'œuvre d'art.
je pense. Donc, donc voilà, c'est un sujet intéressant, ouais, c'est un sujet, On va pas prétendre épuiser aujourd'hui. non, mais c'est un sujet central, ouais, parce que ça touche justement au temps que l'on a évoqué. Ça. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas pensé à te poser? De bout en blanc, je ne sais pas, mais non, j'ai trouvé que c'était intéressant justement d'évoquer la création dans ses dimensions les plus intimes, là, comment se situe l'acte de peindre, parce qu'on n'en parle pas souvent. On imagine que un peintre, c'est un vieux monsieur avec un chapeau et un pinceau au bout du doigt sur un chevalet, mais l'acte de peindre il est très différent. Donc je suis content qu'on ait évoqué toute l'orchestration qu'il y a dans un atelier, c'est-à-dire qu'il faut avoir les habits, il faut avoir le lieu. Moi j'évoquais que je travaille au sol. Quand c'est des grands formats, ben voilà, on doit tourner autour, travailler. Voilà, donc c'est très physique. Avec son corps, voilà, exactement, oui, tout à fait. Très physique et en même temps beaucoup d'énergie. Et mettre une toile sur un châssis, c'est presque un travail de charpentier, quoi. Il faut assembler tout ça. Dès qu'on dépasse les 2 mètres de long, il faut porter tout ça. Donc c'est intéressant, oui, de voir aussi le côté artisanal dans l'œuvre d'art. Parce qu'on travaille avec les mains, on travaille avec une tenue, on travaille avec la peinture, on travaille avec des tâches, on travaille avec tout ça. Et ça, on l'évoque pas assez. Et le lieu de création pour un peintre, je pense, est tellement intime qu'il y a peu de peintres qui montrent vraiment la façon dont ils peignent réellement. Parce que souvent, on est filmé, on endosse un habit, etc. Mais cette magie de l'intimité, en fait, elle ne peut se lire que dans l'œuvre parce qu'on ne peut pas la capter dans l'atelier puisqu'on est en général seul à peindre. Alors moi j'ai des souvenirs d'odeurs d'atelier. Oui, les fameuses térébenthines. Ouais, l'essence de térébenthine, mais aussi la peinture à l'huile. Et puis, bon, aussi toutes ces pâtes. De peinture quoi. Alors, alors justement, toi à quoi ça sent chez toi? Moi j'aime beaucoup ces odeurs mais je les supporte pas, donc j'ai peint l'huile, j'ai peint avec la térébenthine, etc. Mais maintenant je travaille avec des liants qui sont pas volatiles avec des essences parce que je trouve que c'est trop entêtant, enfin moi je les supporte pas. Mais à petite dose ça sent très bon ces choses-là. C'est vraiment l'ADN d'un atelier d'artiste du 19e siècle ou même après, mais là heureusement je ne manipule pas ces odeurs qui seraient trop entêtantes. Donc il faut préserver aussi sa santé, oui. Il y a des œuvres en résine par exemple qui sont majestueuses, enfin parfois on voit la beauté de la résine, les épaisseurs, etc. Moi j'aimerais aussi toucher à la résine, mais là c'est trop je trouve que c'est trop dangereux de respirer ces odeurs-là ou d'être toujours avec des masques, limite il faut de l'oxygène. Donc, bien que moi le masque je le mette justement pour travailler. Vous voyez, ça on l'a pas évoqué, mais mettre un masque pour pas avoir les poudres de métaux, et donc ça oblige, c'est des contraintes aussi. Donc il faut. Le travail est un travail. Tu parlais de travailler donc avec des métaux. Est-ce qu'il y a des températures qu'il faut maintenir dans l'atelier quand on travaille avec certaines matières? Alors, il ne faut pas que l'atelier soit trop sec parce que sinon ça sèche de suite. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop humide, sinon ça ne sèche pas assez. L'hydrométrie, c'est important. Mais après, ça dépend des peintres. Pour moi, il faut qu'il y ait à peu près une régularité. Oui. Donc, il faut que un atelier soit sain au niveau de l'hydrométrie. Voilà. Alors, si tu te fies à ton propre, je dirais, à ta propre expérience, puisque tu es à la fois un littéraire et aussi un peintre, est-ce qu'il y a une bibliothèque du peintre Nicolas Galtier? Bonne question. Bon, moi, j'ai pas un livre qui serait majeur, mais parce que j'ai tellement lu quand j'étais plus jeune. Des choses de très variées que je ne saurais pas en choisir une bibliothèque avec vraiment un style d'ouvrage précis. Mais est-ce qu'il y a par exemple
des rayonnages avec l'histoire de l'art ou avec des monographies. Ah, alors après, oui, c'est vrai, je suis assez avec, collectionneur des livres d'art, notamment des livres d'art milieu XXe siècle où il y avait des très belles illustrations. Parfois, il y avait même ces illustrations qui étaient recollées sur la pagination en papier mat et il y avait une illustration. Et voilà, oui. Quand je tombe sur des livres d'art, souvent je suis attiré. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé que on te propose d'illustrer des livres, bon, enfin, par Exilio d'un tonnerre, mais est-ce que ça a pu arriver dans d'autres domaines, par exemple, que la poésie? Oui, c'est peut-être arrivé, j'ai plus la mémoire de tout, mais ça arrive 2 fois ou 3. Donc ça, tu es preneur éventuellement d'un projet si la thématique t'intéresse ou Ben oui, oui, c'est oui, intéressant. ou Après, l'histoire. voilà, il faut voir qu'il y ait des réels ponts qui se créent entre. Moi, je trouve que c'est intéressant quand on mélange les arts et de créer des ponts entre de faire dialoguer les œuvres dans des expressions différentes. Alors on a parlé tout à l'heure des motifs qui revenaient dans tes toiles. Est-ce que ça t'est arrivé, je crois, de travailler avec aussi des concepteurs de meubles, enfin de toiles d'ameublement Non, ou mais enfin, oui et non, mais des stylistes, par exemple? oui, voilà, j'ai travaillé beaucoup avec des collaborations dans plusieurs domaines. Oui, oui, avec des gens, des éditeurs, voilà. Ou avec Des des couturiers? marques, oui, des couturiers, etc. Bon. Donc en fait, comment dire, la gamme est large en fait de tous les modes d'expression possibles à partir de ta peinture. On pourrait conclure comme ça. Ben oui, que l'art est ouvert à plusieurs dimensions et pas simplement être exposé sur un mur blanc. Il y a aussi des ponts qui se font avec l'architecture d'intérieur, avec la mode, avec la création du design, D'ailleurs, les peintres à la Renaissance avaient aussi ça, des commandes Cette fonction-là. pour une fonction d'un tableau qui entrait spécifiquement dans un lieu. Les Japonais ne font pas la différence entre les secteurs et j'ai régulièrement des commandes pour des œuvres sur mesure et c'est très intéressant aussi. Alors justement, aujourd'hui, tes œuvres, on les voit plutôt dans des espaces publics ou dans des lieux privés, c'est-à-dire des maisons de particuliers. Ou les deux. Il y a de tout. Voilà. Bon, donc en fait, rétrospective Nicolas Galtier, ça voudrait dire des collections particulières et aussi des lieux publics. Exactement. D'accord. Bon, alors dans le plus longtemps possible, parce que là, il faut quand même laisser encore plusieurs années à la création pour qu'elle s'exprime. Est-ce qu'il y a des directions dans lesquelles tu te vois encore continuer d'approfondir, ou est-ce que tu penses avoir trouvé, je dirais, ton équilibre dans... Non, là, le travail, c'est toujours une quête. Je ne pense pas qu'il y ait des révolutions dans mon travail ou avec des changements radicaux comme j'ai fait quand je suis passé du paysage figuratif à mon expression actuelle. Mais la peinture est vraiment une quête et en toute humilité, on doit poursuivre l'expression dans le présent et avancer. Est-ce que ça t'est arrivé que la peinture te révèle à toi-même? Alors je pense que la peinture est un reflet de soi-même, mais c'est aussi de sortir de soi aussi. C'est un pont entre les deux. Donc en fait, toi tu enquêtes, mais à un certain moment... C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas sœurs aussi, ça nous traverse. La peinture nous traverse, en même temps elle nous révèle quelque chose de nous-mêmes, et en même temps on lui fait révéler quelque chose puisqu'on n'est pas sœurs à créer quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire concernant justement ce parcours de Nicolas Galtier, ou est-ce qu'on peut considérer que la séance aujourd'hui est close? Il y a 2 questions. Oui. La première, c'est est-ce que ton rapport d'intimité de Nicolas avec la peinture
Est-ce qu'il a toujours été le même selon les commandes qu'on ait pu te faire au niveau des expositions? Si justement, il y a oui, voilà. Est-ce que justement tu as conservé exactement la même intimité pour chaque peinture que tu as dû Oui, faire? Je considère que l'acte de peindre, c'est toujours un moment fort où il faut être vraiment en osmose avec ce que l'on est, ce que l'on fait, et que ce soit une commande ou pas une commande, je travaille complètement dédié à mon travail de recueillement, de soins, et puis d'essayer d'être à la source de notre intuition aussi. Voilà. Donc l'adaptation ne l'emporte pas sur la nécessité d'être authentique dans la création. Non, parce que si je fais une œuvre sur mesure, on parle souvent de dimension ou d'une ambiance chromatique, mais j'ai aussi toute une liberté. Deuxième question. Du coup, oui. Parce qu'en fait, la réponse du coup fait naître une autre question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a eu un moment de vie où tu as senti plus d'inspiration qu'à un autre moment? Est-ce que l'inspiration était comme une montagne russe ou pas du tout? Alors l'inspiration, c'est une bonne question. Elle est première dans le sens qu'elle nous vient par tout ce qu'on l'on observe dans la vie, par son vécu. Donc il y a une inspiration qui est sous-jacente dans son ressenti, la profondeur de son ressenti, mais il y a une inspiration aussi visuelle. On peut voir quelque chose qui nous inspire en passant. Et après, elle rejaillit dans l'atelier. Mais moi, ce qui a été le plus fort, c'était le passage justement de la peinture figurative à la peinture que je développe actuellement. Et là, j'ai utilisé la transition comme un temps vraiment de jachère où j'étais en recherche, où j'étais beaucoup en observation, et j'avais des carnets, j'écrivais, notamment en voyage, dans l'avion ou dans un train, je prenais note de ce qui me venait furtivement et qui a un peu dirigé mon travail. Mais après, j'ai plus ouvert ce carnet, mais au final, j'ai suivi cette directive qui me traversait à ce moment-là. Et du coup, là, justement, c'est bien parce que ça fait exactement le lien avec la deuxième question que j'avais au début. C'est est-ce que pour toi, ce qui a permis de ressourcer ton inspiration, est-ce que tu faisais des allers-retours justement entre, même si c'était pas public, après la sortie justement de ce que tu faisais, est-ce que tu faisais des allers-retours entre une œuvre figurative que tu pouvais dessiner ou peindre pour toi, et puis qui pouvait faire naître quelque chose justement de plus abstrait? Non, il y a un lien avec les deux, parce que j'ai toujours travaillé sous la lumière, avec la beauté des paysages méditerranéens quand j'étais plus jeune, donc il y avait un rapport à la lumière, mais après ce sont deux expressions qui sont différentes au niveau technique, mais le point commun c'est juste l'inspiration de la lumière, quoi, la recherche de cette lumière, ou de traduire une forme de beauté qui nous émeut, voilà. Donc l'éternité, elle est dans cette... Enfin, je cherche ce moment d'éternité dont on parlait, je le cherche aussi dans la beauté, voilà. Avec les matières qui sont déjà des belles matières, et l'équilibre des formes, pour moi, c'est ce qui me dirige dans une œuvre. Dernière question. Et c'est très personnel, oui. C'est mon rapport à l'art. Il y a d'autres formes d'art qui sont diverses. Est-ce que chaque œuvre est unique, ou est-ce qu'il peut y avoir une œuvre qui est le début d'une série? Alors ça, on le voit après coup, oui, où il peut y avoir une période où il y a des œuvres qui font des liens entre elles, mais je considère que chaque œuvre est unique. Oui. Chaque œuvre est unique, ou alors je démarre volontairement une série et je déroule un film, mais voilà, ça dépend. Mais chaque œuvre, elle est vraiment travaillée de manière indépendante, unique, voilà. Mais il peut y avoir un fil conducteur entre plusieurs œuvres. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais c'est souvent les autres qui le voient, moi je le vois pas toujours. Ah, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Alors maintenant, je pense que ça a été un entretien quand même assez intimiste. Pas beaucoup de médias autour de nous.
est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver justement des visuels concernant ta peinture? Alors j'ai un site internet qui est nicolas-galtier.com, Galtier. Et là vous allez voir mon actualité ou des visuels de tableaux en situation ou en plein champ et également sur mon Instagram. Bon, donc Instagram et site Nicolas Oui, Galtier. avec mon prénom et mon nom, voilà. Oui, voilà. Ensuite, la prochaine exposition, c'est où? Ou actuellement, là où Il y en a une qui se prépare très rapide, oui. de manière très proche. J'attends les informations encore précises là, pour diffuser tout ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a actuellement des toiles qui sont installées quelque part qu'on peut aller voir en France ou à l'étranger? Il y a plusieurs galeries, oui, il faut voir tout ça sur le site parce que Bon, ça bouge là. Voilà. Bon, Voilà. C'est soit en réserve ou soit sur les murs, ça dépend. mais actuellement, il y a des expositions qui sont en cours. Qui vont se préparer, voilà. France. Donc en cours, pas immédiatement. Enfin, bientôt, mais pas actuellement. Bon, mais d'ici la fin de 2025, Oui, tout à fait, il y a des choses qui complètement. vont réapparaître. Oui, complètement. Bon. Alors en tout cas, merci beaucoup d'être venu. À une prochaine fois, donc en novembre, pour une rencontre du fauteuil rouge que j'ai annoncé en début de séance avec Jean-Marie Bregeron le 29 novembre. Nous remercions infiniment donc nous tous Nicolas Galtier d'avoir été présent Merci ici à Montpellier, puisque tu venais d'Angers là. Et donc, bien, voilà, bonne fin de journée et à une prochaine.